Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Nouvelle expression de la solidarité constante et agissante du Royaume du Maroc avec la cause palestinienne sur très haute instruction royale. Une nouvelle aide humanitaire d'urgence est en route pour Gaza au profit de la population palestinienne via le passage frontalier de Rafah. L'INDH souffle ce 18 mai sa 16e bougie. Cette année, ce 16e anniversaire est célébré sous le thème Covid-19 et éducation, bilan et perspectives pour préserver les acquis. Nous nous intéressons au bilan INDH pour le soutien du préscolaire dans la province. Sport, c'est officiel, la ville de Laayoune abritera en 2022 la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations messieurs dans handball. La manifestation sportive sera organisée en partenariat avec la ville de Guelmim, chef-lieu de la région Guelmim-Ouadni. Et puis c'est dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées. Au Maroc, la Fondation nationale des musées fête cette année les musées sous le signe du partage et de l'ouverture avec justement l'ouverture exceptionnelle et gratuite au grand public des musées. En sa qualité de président du comité Al-Quds, Sa Majesté le Roi a toujours été à l'avant-garde des initiatives humanitaires envers le peuple palestinien. Sous le leadership royal, le Maroc est un défenseur clé de la cause palestinienne et de la paix au Proche-Orient. 2 avions des forces armées royales transportant 20 tonnes d'aide humanitaire d'urgence envoyés sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ont atterri ce matin à l'aéroport de la base aérienne Est du Caire, en Égypte. Nisrine El Hamdaoui. Sur le tarmac de l'aéroport de la base aérienne Est du Caire, en Égypte, se posent 2 avions des forces armées royales. Les 2 appareils sont chargés de 20 tonnes d'aide humanitaire d'urgence, envoyées sur très hautes instructions royales à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il s'agit du 2e lot acheminé pour panser les plaies des victimes palestiniennes. Cette aide humanitaire qui est arrivée aujourd'hui au Caire et qui sera conduite jusqu'à la bande de Gaza est composée de produits alimentaires, de couvertures et de médicaments pour soigner les cas urgents. Cette aide est acheminée dans la journée par des camions par voie terrestre à la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. La mise en place par le Maroc de ce pont aérien reflète la solidarité permanente du royaume avec le peuple palestinien frère, principalement pendant les circonstances les plus difficiles. Le Royaume du Maroc joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité au Proche-Orient. C'est ce qu'a assuré le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Dans un tweet, le chef de la diplomatie américaine écrit avoir discuté avec M. Bourita de l'importance de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour empêcher de nouvelles pertes de vie humaines. Et un communiqué du département d'État américain souligne que le Maroc est un partenaire stratégique et je cite « Nous allons travailler ensemble pour mettre fin à ce conflit ». Le secrétaire d'État américain a souligné l'importance d'un partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région. Fin de citation. Et puis sur le terrain, l'embrasement persiste. Les bombardements aériens israéliens et les salves de roquettes tirées depuis Gaza ont fait de nouveaux morts. Depuis le début des hostilités, le 10 de ce mois, 213 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 61 enfants et plus de 1440 blessés selon un bilan palestinien. En Israël, 12 personnes ont été tuées et 294 blessés après des tirs de roquettes. En 9 jours, 3440 roquettes ont été tirées en représailles au bombardement aveugle de l'aviation israélienne. Solidarité avec le peuple palestinien, les différents groupes de la Chambre des conseillers sont intervenus cet après-midi au début de la séance plénière hebdomadaire des questions orales pour dénoncer
la poursuite des raids israéliens sur les territoires palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et leur solidarité avec les Makdissi dans leur résistance face à l'occupant au niveau d'Al-Quds Est. Cette séance a commencé par la récitation de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des victimes palestiniennes des agressions israéliennes. L'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, souffle ce 18 mai sa 16e bougie. Le chantier de l'INDH, qui bénéficiait de la haute sollicitude royale, a été mis en œuvre à partir de 2005. Cette année, ce 16e anniversaire est célébré sous le thème Covid-19 et éducation, bilan et perspectives pour préserver les acquis. Nous nous intéresserons au bilan INDH pour le soutien du préscolaire dans la province d'El Haouz. Amina Allam, Zakaria Moukhine Billah, Imanab. Des dizaines d'unités d'enseignement préscolaire créées dans plus de 30 communes relevant de la province d'El Haouz. Avec plus de 30 millions de dirhams, l'INDH s'engage à encourager la scolarisation, soutenir les jeunes et faciliter leur accès au monde de l'entreprise. Comme vous savez, El Haouz est une province située en zone montagneuse, avec ce que cela implique comme difficulté d'accès. Nous nous réunissons aujourd'hui pour voir ce que nous pouvons apporter à la province et aux régions rurales, où il y a plus de difficultés que les zones urbaines. Malgré les efforts consentis par le département de l'éducation nationale, la pandémie a des impacts négatifs, déperditions scolaires et faible productivité. Afin de résorber les inégalités et contribuer à la promotion du capital humain, les initiatives se multiplient. L'INDH participe d'une manière efficiente à rehausser le taux de scolarisation dans la province d'El Haouz. Elle contribue également au renforcement des infrastructures des établissements scolaires. Un autre rôle non négligeable consiste au soutien social des élèves. En plus de l'éducation, l'INDH se donne pour priorité de lutter contre les effets socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Dans la région Marrakech-Safi, près de 40 millions de dirhams sont mobilisés pour soutenir les catégories vulnérables et plus de 1000 projets ont été initiés pour un budget de 700 millions de dirhams. Entretien à Rabat du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, entretien axé sur les horizons que permet cet ambitieux espace africain d'échange de marchandises et de biens et l'importance que revêt l'entrée en vigueur de la zone pour l'épanouissement commercial et économique du continent. Le secrétaire général de la ZLECAf s'est ainsi entretenu avec le chef du gouvernement et a qualifié le Maroc d'exemple à suivre en matière de valorisation de la production et de renforcement de la valeur ajoutée. Les deux parties ont abordé en particulier l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'inscrit parfaitement dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une Afrique intégrée et prospère. Le responsable africain a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger autour de la conclusion de la phase 2 portant sur les protocoles relatifs à l'investissement, aux droits de propriété intellectuelle, à la concurrence et au commerce électronique. Les deux responsables ont affirmé leur volonté commune de fédérer les efforts des États pour parfaire les objectifs tracés dans l'agenda 2063. On passe au sport. C'est officiel, la ville de Laayoune abritera en 2022 la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations messieurs de handball. La manifestation sportive sera organisée en partenariat avec la ville de Guelmim, chef-lieu de la région Guelmim-Ouednoun. Qaïma Belouchi, Imanab. C'est un grand succès pour le Maroc, pour les provinces du Sud. Lors de la conférence d'Abidjan, siège de la Confédération africaine de handball, 54 pays du continent ont voté en faveur du royaume pour l'organisation de ce championnat qualificatif au championnat du monde. Cet événement connaîtra la participation des meilleures sélections africaines de handball. C'est véritablement une source de fierté. C'est un acte fort, simple, mais très fort, parce que nous venons ainsi de dire au monde entier et à la communauté de handball de l'Afrique que l'événement, par la grâce du Seigneur, aura bel et bien lieu en janvier prochain à Laayoune,
et à Gouméo. C'est acté. La 25e édition du championnat d'Afrique des Nations masculin de handball aura bien lieu au Maroc, dans la province de l'Aïoun. Une manifestation sportive d'envergure à l'échelle africaine et internationale. Mais l'enjeu n'est pas que sportif, c'est aussi un succès diplomatique à la faveur de la cause nationale. Tout un symbole qui épouse parfaitement la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud. Car le sport, c'est aussi un levier de développement. Il va falloir investir davantage dans les infrastructures sportives dans ces provinces. Nous aspirons à un développement qui fera rayonner ces régions à l'échelle africaine et internationale. Ce genre d'événement contribue assurément à cette dynamique. Le championnat d'Afrique des Nations masculin de handball réunit tous les 2 ans depuis 1974 les meilleures équipes africaines du continent. La ville de l'Aïoun, elle, avait déjà abrité le championnat d'Afrique de handball en 2016. Série noire des accidents de la circulation. Un autocar s'est renversé vers 13h15 suite à une collision avec un camion sur la route reliant Oued Emlil et Had Oued Zbird, c'est dans la province de Taza. Ce terrible accident a fait 3 morts et 8 blessés graves. Et puis, un nouveau drame de noyade. Cela s'est passé dans le lac de barrage à Ouarzazate. Des jeunes se sont aventurés à faire une balade dans le lac du barrage Al-Mansour Dabi à bord d'une barque en fin de ville. La barque a pris de l'eau et s'est apparemment renversée. 3 jeunes ont pu gagner la berge à la nage, mais malheureusement, 3 autres étaient portés disparus. Et cet après-midi, un seul corps inerte a pu être repêché. Notre équipe sur place rapporte que les 2 autres personnes sont toujours portées disparues malgré la mobilisation de nombreux secouristes plongeurs bien équipés. Mais le fond du lac est à la fois boueux et la visibilité est nulle. La campagne de vaccination se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées a atteint 6 768 161 personnes. Celles complètement vaccinées s'élèvent à 4 581 385 avec 2 doses. Et pendant ces dernières 24 heures, 397 nouveaux cas d'infection au Covid et 378 nouvelles guérisons. Un seul cas de décès a été enregistré à Casablanca. Les cas actifs sont au nombre de 2454. Ceux sévères ou critiques ont atteint 199, 8 patients placés sous intubation. Et dans l'optique de réduire le risque sanitaire, des solutions préventives sont envisagées à l'échelle nationale. C'est ce qu'a entrepris le Centre digitalisation et dispositifs microélectroniques intelligents de la Fondation Masser. Le centre a mis au point un dispositif de dépistage intelligent. Sa singularité, un résultat de test obtenu en moins de 20 secondes. Notre équipe s'est rendue au laboratoire où sont analysés les échantillons. Voyons comment dans ce reportage de Mariam Missi, Amin Amouri et Hayat Fakhri. Voici un échantillon biologique nasopharyngé. Pour détecter l'absence du Covid-19, l'opération ne prendra que 20 secondes. Une analyse sans réactif, presque en temps réel, que promet ce dispositif commandé par une application mobile. Lorsqu'on reçoit l'échantillon, commençons par faire la calibration pour éliminer l'effet de lamelles sur les scans et après on met l'échantillon pour avoir le résultat directement. Le Rapid Covid hier, un appareil à la pointe de la technologie. Testé avec l'appui de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V Karaba et de l'Institut Pasteur de Casablanca, le dispositif est capable de réaliser des diagnostics de masse en un temps record. C'est un dispositif miniaturisé, portatif, connecté, qui est basé sur la technologie de spectroscopie proche infrarouge, couplée à de l'intelligence artificielle, qui permet le dépistage massif, c'est vraiment du screening à grande échelle, des patients négatifs au SARS-CoV-2 sur la base d'un prélèvement biologique nasopharyngé. En plus de ses performances scientifiques robustes, le IR s'assigne une mission bien plus ardue,
Selon ses concepteurs, ce mécanisme est parfait pour répondre à l'enjeu du mass testing, une technique qui se veut au service de la relance économique. C'est un dispositif qui peut être utilisé par des institutions, des organisations qui ont des effectifs importants. Il peut s'inscrire également dans une logique de relance de l'activité touristique. On peut l'imaginer dans les aéroports, dans les hôtels, dans les clubs de vacances. Il peut également servir le secteur d'activité de l'événementiel qui a été énormément sinistré pendant cette crise sanitaire. Une crise sanitaire qui fait remonter en surface le Made in Morocco. Une ingéniosité qui surgit au cœur d'une pandémie dévastatrice. Alors pour nous en parler ce soir, avec nous sur le plateau, M. Brahim El-Khsir, bonsoir, vous êtes directeur du Centre Digitalisation et Dispositifs Microélectroniques Intelligents, Fondation Massir. Alors, Rapid Covid hier, c'est donc le nouveau dispositif mis au point par le centre que vous dirigez. Alors pour quel type de dépistage sera-t-il utilisé ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Ce dispositif, comme il a été rappelé dans le reportage, a été conçu et développé par une équipe de 7 ingénieurs et chercheurs au sein du centre qui ont toute l'expertise technique de 5 ans sur laquelle on a travaillé pour pouvoir monter ce type de technologie. Alors, il y a 3 phases de développement. Une première phase où on avait un besoin d'accéder et d'acquérir les données. Et cette phase-là, c'est une phase importante parce qu'on avait quelque chose comme 1000 échantillons de patients négatifs et positifs testés par la PCR et scannés par le dispositif. C'est ce dispositif-là. Et donc la deuxième phase, c'est une phase de développement de modèles mathématiques d'intelligence artificielle embarqués qui permettent de voir la signature de ce virus. Et ces algorithmes qui nous permettent de détecter est-ce que c'est positif ou négatif. Et la dernière phase, c'est une phase de validation qui a été faite au niveau du laboratoire de la gendarmerie royale, d'ailleurs qu'on remercie vivement sur ce plateau pour leur engagement et leur rigueur. Et d'après les tests sur 585 patients, on a eu un test de sensibilité de 94% et une spécificité de 73%. Et donc ce dispositif, il sert à dépister en masse les patients négatifs au Covid. Et donc aujourd'hui, sa particularité, c'est d'être utilisé pour un dépistage massif. Parce que le temps de test, il est de 20 secondes. Et donc, on peut fluidifier plus facilement les tests. Alors, est-ce que ce dispositif est efficace pour les contrôles sanitaires au niveau des points de frontières ? Alors, effectivement, aujourd'hui, ce dispositif a été développé pour venir renforcer l'arsenal marocain en termes de tests de dépistage, notamment le PCR, les tests sérologiques, les autres tests rapides. Et donc, la niche principale pour ce dispositif, c'est de tester au niveau des frontières, au niveau des aéroports, des ports, au niveau des événements et au niveau de l'hôtellerie. Et donc, il a été conçu pour fluidifier ce type de dépistage massif. Monsieur Brahim El-Khsir, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Digitalisation du dispositif microélectronique intelligent, Fondation Massir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et aux restrictions tout azimut qui en découlent que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées. Au Maroc, la Fondation nationale des musées fête cette année les musées sous le signe du partage et de l'ouverture, avec justement l'ouverture exceptionnelle et gratuite au grand public de l'ensemble de ces musées. Wissal Imri, Yassine Mazi, Omaïma Ramli. Depuis la réouverture des musées au lendemain du premier confinement, c'est la première fois que Fatima Douiri y met les pieds. Une première visite qu'elle a symboliquement choisie en 18 mai. C'est la journée mondiale des musées et je décide de la passer au musée Mohamed VI.
Je suis une éternelle amoureuse d'art. J'espère trouver de nouveaux tableaux à admirer ou encore mieux, rencontrer des artistes. C'est pour ça que je suis venue. La joie de fouler enfin le sol du musée se fait ressentir. Voir ou revoir ces tableaux après tant d'attentes n'a visiblement pas de prix. J'avais hâte de revenir au musée. Depuis très jeune, j'ai cette habitude. L'art est une sorte d'addiction, une très belle addiction dont on ne peut plus se passer. Les œuvres d'art exposées sont très captivantes. On passe de l'art moderne à l'art abstrait à d'autres formes d'art en un clin d'œil. Cette richesse et diversité nous avait manqué. Exceptionnellement ouvert un mardi et avec accès gratuit pour tous, les musées du Royaume célèbrent leur journée et avec elle, leur avenir se rétablir et se réinventer. Alors en duplex avec nous, M. Abdelaziz Idrissi, directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Plus de 100 ans après la création du premier musée au Maroc, désormais une loi régira l'appellation musée. Il y a tout juste quelques jours, cette loi a été publiée au bulletin officiel. Elle apporte un nouveau cadre juridique à la création de musées avec un label officiel, le label musée. Alors, c'est Abdelaziz Idrissi, quel est le mode d'emploi ? Alors, le mode d'emploi, en fait, tout simplement, c'est un arsenal. L'arsenal juridique vient d'être enrichi avec la publication de la nouvelle loi. Cette loi va permettre d'accompagner toute initiative étatique ou privée qui veut créer un musée, l'accompagner sur le plan juridique, l'accompagner également sur le plan technique, le plan scientifique, pour avoir à la fois l'inventaire de la totalité des objets qui seront exposés, pour avoir des espaces qui répondent aux normes muséographiques et pour avoir finalement des espaces qui respectent à la fois notre patrimoine et les visiteurs. Donc ça sera un cahier de charges qui va permettre de normaliser les musées parce que comme vous le savez déjà, à l'image du musée Mohamed VI qui a fait ses preuves et à l'image des musées que la Fondation nationale des musées gère actuellement et à l'image d'un certain nombre de musées et d'initiatives privées qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc les autres musées doivent suivre ces exemples pour pouvoir être à la hauteur de présenter le patrimoine national dans un cadre comme ce que je dis qui respecte à la fois. Oui, c'est Abdelaziz Idrissi. Donc la Fondation nationale des musées ambitionne de doter chaque ville du royaume d'un musée. C'est pour quand l'ouverture de nouveaux musées ? Alors, la fin de l'année sera marquée par l'ouverture de plusieurs musées, à la fois le musée de Marrakech, de Fès, le musée de Tétouan et le musée de Meknès. Donc 5 musées qui doivent être ouvertes d'ici la fin de l'année. Il y a un mois, on a réussi à ouvrir le musée de Villa Haris à Tanger. Donc la Fondation pour le moment a restauré et a créé 9 musées, donc depuis 2016 jusqu'à nos jours. Et à la fin de cette année, cette carte sera enrichie avec 5 autres musées en attendant de terminer les travaux de restauration d'autres espaces muséals. Et comme ce que je disais, la carte va être enrichie par la création d'autres musées, soit à Agadir, soit à Oujda, soit à l'Arrache, etc. Monsieur Abdelaziz Idrissi, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Je rappelle que vous êtes directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée. On se retrouve demain, 19h.